Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur Gabon 24 pour cette session d'information. Bienvenue à tous. Parlons d'économie en ouverture de cette page Gabon. La contribution spéciale de solidarité est destinée aux Gabonais économiquement faibles. Il s'agit d'une taxe prélevée à hauteur de 1% sur le chiffre d'affaires des entreprises. Elle est entrée en vigueur au Gabon le 17 mars dernier. Que faut-il retenir exactement de cette taxe? Des éléments de réponse dans ce regard de Chimène Sandra Senghon. La contribution spéciale de solidarité, CSS, instituée dans la loi des finances 2017, est depuis le 15 mars prélevée auprès des entreprises sur les factures des biens et services et est fixée à 1%. Pour le gouvernement gabonais, ce taux collecté donne l'opportunité à chaque entreprise d'être solidaire aux économiquement faibles recensées par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. En d'autres termes, la CSS est mise en place dans le but de financer tout ce qui est à caractère social. Il s'agit d'une contribution destinée au financement des soins de santé et de maternité des Gabonais économiquement faibles. Elle sera collectée chaque mois et reversée le 20 du mois suivant auprès du receveur des impôts et dans les mêmes formes et conditions que la TVA, sur imprimé spécial fourni par la Direction générale des impôts au centre des impôts habituels dont relève la gestion du contribuable et au cordon douanier pour les importations. Seulement, le patronat estime que c'est une taxe de plus qui risque d'étouffer le développement des entreprises alors que ce même gouvernement se démêle à relancer l'économie du pays. La Confédération patronale du Gabon demandait l'allègement ou l'annulation de cette taxe. Un autre fait, au final, c'est le consommateur final qui en payera les frais. C'est ce qui expliquerait l'augmentation des prix observés sur le marché. La CSS remplace la redevance obligatoire d'assurance maladie prélevée sur le chiffre d'affaires des entreprises de téléphonie mobile. Elle est désormais élargie à toutes les entreprises. Dans son communiqué fait le 12 juin, paru dans le quotidien L'Union, la DGI enjoignait les contribuables défaillants à se rapprocher de leur centre d'impôt au plus tard le 20 juin du mois en cours afin de régulariser sans application de pénalités et intérêts de leur retard. Depuis leur arrivée en terre gabonaise mardi, ils font la une des médias. Les membres du bureau du procureur de la Cour pénale internationale, CPI, venus apprécier l'opportunité d'ouverture d'une enquête dans nos murs. Tout au long de leur séjour, ces derniers vont s'informer de part et d'autre sur les violences post-électorales de 2016. La rencontre inaugurale des échanges entre la CPI et les autorités gabonaises s'est tenue ce mercredi matin au ministère de la Communication. Les enjeux de cette mission de l'instance judiciaire internationale avec Ismaël Oubian. Annoncé plusieurs jours auparavant, la délégation de la CPI confirme sa présence à Libreville par ce premier contact et échange avec le gouvernement gabonais. Les analystes du bureau de Mme Bensouda lèvent déjà tout équivoque au sujet des interprétations qui pourraient être faites sur la nature de leur méthode de travail. Il ne s'agit pas seulement de faire une lecture de ce qui nous a été donné, de part et d'autre, État, opposition, société civile, victime, mais de venir regrouper ces informations sur le terrain. Il ne s'agit pas d'une enquête. La CPI n'a pas ouvert une enquête. Madame le procureur a envoyé ses spécialistes de l'analyse. C'est suffisamment clair pour être entendu. La Cour pénale internationale n'a pas engagé une opération à tête chercheuse au Gabon. Le gouvernement se dit déjà, pour sa part, serein sur les possibilités d'enquête des experts internationaux. Il faut se dire aujourd'hui, puisque la CPI est là, nous allons tout mettre à la CPI, que le pays reste tranquille. Voilà, ayons confiance à ce gendarme international pour que la paix règne dans notre pays. Les experts de la CPI se prononceront plus tard sur leur compétence ou non à juger des allégations de crimes soumis à l'appréciation de leur juridiction. Ils quittent Libreville ce début du week-end après avoir rencontré les différentes composantes de l'échiquier sociopolitique du pays. Début de la 3e édition du forum de révision destiné aux élèves en classe d'examen ce mercredi. Une initiative de l'intercoopérative du Gabon parrainée par le secrétariat général adjoint du Parti démocratique gabonais en charge de la jeunesse en partenariat avec le ministère de l'Éducation. Ouvert ce 21 du mois en cours au lycée Pauline Djendjengonju de Libreville. Le forum prendra fin le 24 juin prochain. Le compte rendu de Jamila Bengman, Loïc Zigo.
Le forum de révision consacré aux élèves de classe de 3e des lycées et collèges de la capitale gabonaise a été lancé dans sa première phase ce mercredi par l'intercoopérative du Gabon soutenu par l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est le lycée Pauline Djendjengonju qui prête son cadre à l'événement durant 4 jours d'intenses révisions. C'est l'occasion donnée à tous ces élèves de Libreville qui participent, n'est-ce pas, à cette période de révision, à ce forum de révision, de confronter ce qu'ils ont appris, n'est-ce pas, avec les enseignements donnés par plusieurs autres enseignants. L'année dernière, nous avons eu près de 2000. Nous nous sommes retrouvés avec un résultat de près de 60%. Ce que nous attendons, en fait, c'est qu'on ait un pourcentage encore plus important que celui de l'année dernière. À quelques jours du brevet d'études du premier cycle, revenir sur les zones d'ombre de certaines matières pas assimilées en classe est primordial pour mieux affronter l'examen final. L'initiative elle est bonne, ça permet de nous exercer, vu que l'année n'a pas vraiment été avec les professeurs, les grèves et tout. Donc on s'exerce avant l'examen, c'est dans 5 jours, donc on se prépare. Moi j'avais des problèmes en français, en maths, en physique, mais aujourd'hui je suis partie en français. J'ai trouvé que c'était plutôt cool. Par rapport en classe, on n'a pas vraiment eu peur avec les profs. Le prof était cool, il nous expliquait bien, on a pu comprendre quand même certaines choses qu'on ne comprenait pas en classe. Ces cours de soutien tombent à point nommé pour ces apprenants dont l'année a été entachée par les grèves. La seconde et dernière phase des classes de terminale de cette 3e édition se poursuivra dans une semaine. Toujours dans l'actualité au Gabon, le ministre de l'Éducation nationale Florentin Moussavou et le ministre d'État en charge de la culture Alain-Claude Bilibizé ont procédé ce mercredi à l'inauguration d'une salle de formation aux outils numériques. La cérémonie s'est déroulée au sein du lycée national Léomba situé au front de mer de Libreville. Le constat de Linda Gaël Maganga, Alexandre Coré. Une salle de formation aux outils numériques s'ouvre au lycée national Léomba. L'espace réfectionné et aménagé d'ordinateurs de dernière génération avec un accès Internet haut débit est la matérialisation d'un projet de l'Union gabonaise des banques en partenariat avec Gabon Télécom pour accompagner le gouvernement gabonais à la vulgarisation du numérique. Le développement de l'économie numérique est crucial en ce qu'il entraîne en même temps le développement et la croissance des autres secteurs d'activité. Le Gabon a d'ores et déjà amorcé sa transformation numérique en étant pionnier des technologies avancées avec une stratégie de généralisation de l'Internet à très haut débit, que ce soit avec la fibre optique qu'avec la 4G+. Cet espace Imagine Academy, qui vient d'être mis à disposition des enseignants du primaire et du secondaire, étendra son champ d'action à toutes les personnes qui s'intéressent à l'informatique et à l'apprentissage des nouvelles technologies. Le centre de formation que nous inaugurons aujourd'hui a pour vocation de former, dans une première phase, 2000 enseignants, ainsi que l'a dit M. le directeur général de Gabon Télécom, 2000 enseignants du primaire, disais-je, et du secondaire au logiciel Microsoft Office, avec une certification internationale permettant à ces enseignants d'avoir un passeport numérique. Au terme de chaque formation, les stagiaires recevront un passeport numérique et la plateforme technologique est conçue pour développer leur autonomie dans l'usage des outils numériques. Et pour tourner la page du Gabon, la maison de production Ibogazik souhaite participer au rayonnement de la culture gabonaise. Pour y parvenir, le bureau export des musiques gabonaises créé il y a moins d'1 an ambitionne de faire la promotion des produits et d'internationaliser les artistes gabonais. Le point avec Lardingue Mamba. Industrialiser la musique gabonaise, promouvoir des produits de qualité et les artistes gabonais à l'international. C'est la vision que s'est assignée le bureau export des musiques gabonaises Ibogazik, mis sur pied il y a plus d'1 an. Ibogazik est une organisation qui œuvre dans la promotion de la filière musicale gabonaise à l'international. Donc, elle participe à la production d'œuvres de qualité ainsi que la visibilité des artistes gabonais sur les différentes plateformes professionnelles. Notre mission est déjà d'abord avoir la présence de la musique gabonaise sur les plateformes professionnelles.
Il y a des plateformes professionnelles où les opérateurs culturels du milieu de la musique échangent des pratiques de bonne gestion, d'organisation et de développement des artistes. Jean-Pierre Moudjalou et sa plateforme ambitionnent d'avoir des podiums, des spectacles afin de permettre aux artistes de s'épanouir davantage. Les cafés-concerts que nous organisons nous ont permis déjà d'atteindre cet objectif, avoir des productions de spectacles de plus de 30 minutes, donc que nous avons déjà, pour aller les présenter à l'international. Voilà. À long terme, nous souhaitons collaborer d'abord avec l'ANPAC, parce que l'ANPAC a pour mission de participer au développement de la musique au niveau national, la promotion de l'art gabonais au niveau national et international. Tout en demeurant objectif et optimiste quant à l'extension de leur plateforme, Jean-Pierre Moudjalou sollicite l'implication des autorités gabonaises de faire de la culture un levier incontournable dans l'économie du pays. Poursuivons avec la page Afrique que nous ouvrons au Soudan du Sud où, après 4 heures d'audience, le procès de 13 soldats est ajourné au 4 juillet prochain. Ils sont accusés d'avoir violé des travailleuses humanitaires et tué un journaliste local en juillet dernier. Des détails avec Larissa Matsoum. Avant d'ajourner le procès au 4 juillet 2017, les accusés ont comparu devant le tribunal militaire de Juba, portant divers uniformes signalant leur appartenance à différentes unités. Selon les témoignages envoyés par courrier électronique, 50 à 100 soldats armés avaient forcé le portail de l'hôtel le 11 juillet à bord de pick-up surmontés de mitrailleuses, décrivant dans le même temps le meurtre d'un journaliste, le viol collectif d'au moins 5 femmes travaillant pour des organisations internationales et des nombres inconnus de membres du personnel. Les témoignages qui devraient être donnés par les victimes ont effectivement été envoyés par courrier électronique. Et donc le tribunal ou l'avocat de la défense a rejeté ces courriels parce que ce n'est pas parce que les courriels ne proviennent pas des victimes, mais parce que les témoignages sont censés être reçus par un organe officiel, comme le ministre des Affaires étrangères. Poursuivis pour meurtre, viol, pillage et détérioration de biens, les accusés encourent une peine de mort pour meurtre et 14 ans de prison pour le viol. Le président de la République doit intervenir. Ce n'est pas parce que ceux qui ont été violés sont des étrangers. Ce n'est pas seulement cela. Mais les cas de viol ne sont pas acceptables. Pour rappel, les crimes allégués ont été commis le 11 juillet 2016 dans un hôtel situé à un peu plus d'1 kilomètre d'une base de l'ONU à Juba, alors que la capitale sud-soudanaise était en proie à de violents combats entre l'armée fidèle au président Salva Kiir et les forces fidèles aux rebelles et ex-vice-président Riek Machar. L'attaque contre cet hôtel est un des nombreux exemples d'atrocités commises depuis le début du conflit et a été cité en exemple dans plusieurs rapports pour illustrer l'incapacité des casques bleus à protéger les civils dans ce pays. Un de ces rapports a mené au limogeage du commandant de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Direction le Maghreb, précisément en Algérie, où le nouveau Premier ministre algérien, Abdelmajid Tebboune, nommé le 24 mai, a soumis mardi soir à l'Assemblée populaire nationale le plan d'action de son gouvernement, marqué par un projet de réforme des subventions de l'État aux aliments et services de base. Le récit de Gabriel Ratanga. Le gouvernement va lancer une large concertation en vue de l'adaptation progressive de la politique des transferts sociaux et des subventions aux produits et services de base, a annoncé le Premier ministre aux députés. Ces transferts sociaux aident au logement, à la santé et à l'éducation, ainsi que les subventions par l'État de produits alimentaires de base, semoule, lait, huile et de la fourniture d'eau et d'énergie, représentent 27,7% du PIB selon le FMI. Les conditions de création des petites entreprises par des chômeurs vont être allégées. Ils auront droit à des facilités et pourront profiter des crédits bancaires, d'accompagnement, de formation et l'opportunité de décrocher des offres publiques. Ce dispositif clé de l'économie algérienne qui permet aujourd'hui à tous les Algériens de bénéficier de produits de base, d'eau courante et d'énergie à très bas coût, ainsi que des soins gratuits ou presque, pourrait, si la réforme aboutit, être modulée en fonction des revenus. Nous sommes tous certains que l'Algérie est un pays socialiste et le restera. Depuis le 1er novembre 1954 jusqu'à aujourd'hui, nous n'abandonnerons pas l'État socialiste.
Le gouvernement entend progressivement mettre en place un rééquilibrage tarifaire de la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de fioul pour rapprocher le prix payé par les usagers du coût réel, selon le plan d'action présenté par Tebboune lors d'une séance nocturne entamée à l'issue de l'iftar, le repas de rupture du jeûne du Ramadan. Il a assuré à la Chambre basse que seraient préservés des tarifs appropriés aux ménages à bas revenus. Allons au centre de l'Afrique, notamment en Centrafrique, où, selon un nouveau bilan annoncé ce mercredi par le maire de Bria, les affrontements de mardi dans cette ville, dans le centre-est du pays, ont fait une centaine de morts. Le compte rendu de Larissa Matsoum. La Centrafrique a été une énième fois le théâtre des affrontements à Bria dans le centre-est du pays. Une centaine de morts a été dénombrée à ce jour, mettant ainsi la ville sous tension. Un précédent bilan transmis mardi soir par des sources humanitaires et sécuritaires faisait état d'une quarantaine de morts. Ces affrontements surviennent alors que 13 groupes rebelles ou milices sur les 14 que compte le pays ont signé lundi à Rome un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique Sant'Egidio. Selon des sources concordantes, des combats ont eu lieu sporadiquement depuis samedi dans la ville entre différents membres du FPRC, pour les uns proches des milices pro-chrétiennes anti-Balaka et d'autres proches de la mouvance musulmane du FPRC emmenée par Abdoulaye Hissène. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, qui possède un contingent marocain présent de façon permanente à Bria, est intervenue et a mené des patrouilles pendant toute la nuit pour prévenir des violences. La situation mercredi était calme mais reste tendue. Les affrontements survenus hier à Bria rappellent la nécessité de la mise en place effective du programme de désarmement des groupes armés. La ville de Bria avait déjà été frappée du 15 au 18 mai par des affrontements entre groupes armés qui avaient fait 5 morts et 29 blessés. Afrique du Sud, pour refermer la page Afrique, la course à l'élection du nouveau président de l'ANC prévue pour décembre promet d'être serrée. En tête pour succéder à Jacob Zuma, le président sud-africain, son vice-président Cyril Ramaphosa et l'ancienne présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Des explications dans ce reportage. Le président sud-africain Jacob Zuma a encore ses fans au sein de son parti. Mais l'ANC pense déjà à sa succession. Cyril Ramaphosa, le vice-président, et Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, ex-épouse de Zuma, sont considérés comme les deux favoris. La priorité du futur patron de l'ANC sera de réhabiliter le parti de Mandela, qui traverse sa pire crise depuis son accession au pouvoir en 1994. Les Sud-Africains sont de plus en plus nombreux à réclamer la démission de Jacob Zuma, touché par des scandales de corruption. Nous allons faire un grand travail d'introspection dans le parti qui impliquera tous nos membres. Notre parti restera toujours engagé dans la vie politique de ce pays. Ramaphosa a la réputation d'un businessman chevronné, très proche du patronat blanc. Lors d'une vente aux enchères de gibier, il a insisté sur le droit des fermiers blancs à la propriété, alors que l'ANC appelle à une redistribution en faveur de la majorité noire. Mon message pour vous est celui-ci. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. Parce que la Constitution est là pour protéger les droits de tout le monde. Ancienne ministre, Dlamini Zuma est peu connue du public en Afrique du Sud, mais elle peut compter sur le soutien de son ex-mari, ainsi que la Ligue des femmes de l'ANC et celle des jeunes, deux factions alliées de Zuma. Avec toutes ces luttes d'influence au sein de l'ANC, Zuma n'est pas sûr d'arriver à ses fins, mais il donne l'impression de vouloir garder le contrôle sur le pouvoir en s'assurant que son ex-femme le remplace. Je ne pense pas qu'elle serait arrivée jusque-là toute seule. Les deux candidats représentent les deux principaux camps qui s'affrontent au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir élira son nouveau président à la fin de l'année, l'occasion de voir si Zuma contrôle toujours ses troupes. Place aux actualités hors du continent. Tout d'abord, en France, le président du MoDem, François Bayrou, a démissionné ce mercredi de son poste de ministre de la Justice pour ne pas, dit-il, exposer à une campagne mensongère le gouvernement et Emmanuel Macron. Cette décision intervient après l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les emplois fictifs visant son parti. Le point avec Galma Pessi. François Bayrou a annoncé qu'il quittait son poste au gouvernement ce mercredi matin.
Son bras droit, la ministre des Affaires européennes, Marielle de Sarnez, a fait de même dans la foulée. La ministre des Armées, Sylvie Goulard, avait, elle, annoncé son départ la veille. Le parti centriste fait l'objet d'une enquête depuis début juin sur l'emploi de ses assistants parlementaires européens. Nous n'avons jamais eu d'emploi fictif. Toutes celles et tous ceux qui ont travaillé au MODEM avaient contrat de travail et fiche de paie, et cela sera aisé à prouver. Je n'accepte pas de vivre sans liberté de parole. Je n'accepte pas d'être condamné au silence lorsque l'honneur de ceux que je représente est en jeu. Alors que le nouveau gouvernement d'Édouard Philippe est sur le point d'être annoncé, il a aussi estimé qu'il serait logique qu'il ait des ministres MODEM dans la prochaine équipe. Il a par ailleurs indiqué avoir pris cette décision pour préserver la loi de moralisation de la vie publique qu'il a portée. Je pense que ce serait logique. Y en aura-t-il ? C'est le président de la République qui répond sur proposition du Premier ministre à votre question ce soir. Il a besoin d'une majorité large où le pluralisme ne soit pas un vain mot. C'est une majorité à 2 piliers, ce n'est pas par hasard. Chacun de ces 2 piliers doit participer à l'action, a-t-il ajouté. Restons en France, mais cette fois en bref et en images, comme il fallait s'y attendre, au sortir des législatives et suite à des démissions de 4 membres du gouvernement. Le secrétaire général de l'Élysée a annoncé ce mercredi soir la composition du nouveau gouvernement d'Édouard Philippe. Nicole Belloubet remplace François Bayrou à la justice. Florence Parly prend la tête des armées et remplace à ce poste Sylvie Goulard. Et la direction de l'ENA, la directrice de l'ENA, dis-je bien, Nathalie Loiseau, est nommée ministre chargée des Affaires européennes à la place de Marielle de Sarnez. Pendant ce temps, dans un discours lu par la reine Elisabeth II devant le Parlement, l'on apprend que la première ministre britannique, Theresa May, a présenté ce mercredi sa loi pour sortir le Royaume-Uni de la législation de l'Union européenne. La souveraine a déclaré que la priorité est de trouver le meilleur accord possible alors que le pays quitte l'Union européenne. Marina Boissa s'en fait l'écho. Theresa May, première ministre britannique, a présenté ce mercredi sa loi pour sortir le Royaume-Uni de la législation de l'Union européenne lors du discours traditionnel de la reine Elisabeth II devant le Parlement. La loi pour sortir le pays de l'Union européenne, forte de 8 articles sur les 27 au total présentés par le gouvernement, est destinée à abolir le code de la loi de 1972 qui avait incorporé la législation européenne au droit britannique et à créer de nouvelles règles en termes de commerce, d'immigration, de pêche ou encore d'agriculture. La priorité de mon gouvernement est d'obtenir le meilleur accord possible alors que le pays quitte l'Union européenne. Mes ministres sont déterminés à travailler avec le Parlement, les administrations décentralisées, les entreprises et autres pour construire le consensus le plus large possible sur l'avenir du pays hors de l'Union européenne. La reine Elisabeth II, se faisant le porte-voix du programme de Theresa May, n'a pas manqué de souligner que le gouvernement britannique cherchait à construire le consensus le plus large possible sur l'avenir du pays hors de l'Union européenne, alors que les ministres de Theresa May sont divisés sur la stratégie à adopter et les objectifs à atteindre. Mais la première ministre souhaite sortir du marché commun européen et reprendre le contrôle de ses frontières afin de limiter l'immigration européenne. En Roumanie, la majorité de gauche au pouvoir a adopté ce mercredi une motion de censure contre le Premier ministre Sorin Grindeanu, en place depuis moins de 6 mois sur fond de lutte de pouvoir au sein du Parti social-démocrate PDS. Retrouvons Marina Boissa. La majorité de gauche au pouvoir en Roumanie a adopté ce mercredi une motion de censure contre son Premier ministre. Cette motion de censure initiée par le chef du Parti social-démocrate, le PSD, a été adoptée par 241 voix sur 464 parlementaires. 10 élus ont voté contre, tandis que l'opposition de centre-droit s'est abstenue. On a enregistré 241 votes en faveur de la motion de censure. Cette motion de censure, votée à plus de 240 voix par les parlementaires, vise à stopper ce gouvernement qui n'a pas respecté le programme et les promesses de la campagne. Une déclaration du chef du PSD quelques minutes avant le vote. Pour lui, laisser les choses continuer de la même manière aurait permis l'échec du pays. La motion de censure a été adoptée.
Ce qui veut dire, selon l'article 113 de la Constitution, que le gouvernement est démis. En effet, le PSD et son allié ALDE doivent maintenant proposer un nouveau Premier ministre au président Klaus Iohannis. Celui-ci a aussitôt convoqué les partis politiques pour des consultations lundi prochain en vue de la désignation d'un nouveau Premier ministre. Cap sur Israël, où dans le reportage que vous allez suivre, on découvre que Maoz Finet et son équipe plongent dans les eaux azur de la mer Rouge pour étudier une variété exceptionnelle de coraux qui résistent au réchauffement climatique. Regardez. Dans les eaux cristallines du golfe d'Eilat en Israël se cachent des coraux uniques au monde. Ils sont les plus résistants au réchauffement climatique. Ces scientifiques étudient ce qui les rend si particuliers. Au cours des 6000 dernières années, ils ont traversé une sorte de période de sélection, en évoluant dans des eaux très chaudes. Seuls les coraux qui sont parvenus à traverser ces eaux chaudes sont arrivés ici, au nord de la mer Rouge et dans le golfe d'Eilat. Ces dernières années, les hausses des températures et des émissions de carbone ont décoloré et détruit des barrières de corail dans le monde entier, sauf dans le golfe d'Eilat. Mais ce n'est qu'un sursis. Les pesticides, fertilisants et la pollution pétrolière les rendent plus vulnérables à la chaleur. Et les dégâts pourraient être graves, tant sous la mer que sur terre. Ils offrent abri et nourriture aux poissons et jouent un rôle très important dans tout l'équilibre de l'écosystème. Les coraux sont aussi source de composants utilisés dans le traitement des symptômes du VIH et du cancer. Mais alors que la planète vient de traverser les 3 années les plus chaudes des temps modernes, les experts encouragent tous les pays qui bordent la mer Rouge à coopérer pour sauver ces précieux organismes. Et pour finir, sport football, et c'est au Gabon, les quarts de finale du tournoi de football interarrondissement des communes de Libreville, au Vendo au sud et à Kanda au nord de la capitale, a pris fin ce mercredi au stade annexe sino-gabonais d'Akanda. Pour les organisateurs, le pari pris à l'entame de cette compétition est en train d'être gagné. Le regard de Gaël Mapessi et Jospin Bombadianga. C'est le match qui a opposé la Dream Team en jaune et bleu, qui a battu et éliminé Akanda 2 en rouge, qui a mis un terme ce mercredi au stade annexe sino-gabonais à la phase des quarts de finale de la première édition du tournoi de football interarrondissement. Ce qu'il faut retenir, c'est la promesse qui est en train d'être tenue, celle qui avait été faite de 6 Smart Sport de mobiliser 24 équipes dès le départ, et ensuite on est passé à la phase des 16e de finale, ensuite des quarts de finale avec une mobilisation qui est montée crescendo dans l'organisation. C'est de plus en plus impeccable parce que les équipes ont compris le huilage du système de compétition de ce genre-là. Les équipes ont elles-mêmes compris l'importance d'être beaucoup plus réglo dans la compétition en étant à l'heure dans les heures de transport et dans les heures de match notamment. Détecter les jeunes talents était le pari pris par les organisateurs. Un pari qui, semble-t-il, est en train d'être gagné. Des joueurs qu'on avait commencé à peaufiner depuis le départ en listant et qu'on continue à prospecter aujourd'hui pour la direction technique nationale, mais aussi et surtout pour Sisma Sport, qui a un objectif assez précis d'avoir un quota de 3, 4, 5 joueurs qu'il pourrait essayer de placer dans des clubs locaux et même des clubs internationaux. Il y a déjà des contacts qui ont été noués avec des clubs étrangers pour que ces joueurs-là, issus des quartiers et des arrondissements qui ont participé à ce clash, aillent en France ou dans un autre pays, passer des tests. À ce moment-là, s'ils arrivent à confirmer la plénitude de leur talent qu'ils auraient montré pendant la compétition, ça sera tout bénef pour ces gamins-là. Voilà. La Dream Team, dernière équipe à s'être qualifiée, rejoint pour les demi-finales prévues ce samedi 24 juin au stade de Nzayon dans le 6e arrondissement de Libreville, le National FC d'Ovendo, le M5 et Easy FC du 4e et 5e arrondissement de la capitale gabonaise. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.